Bonjour tout le monde, un grand bonjour pour les grands juristes. Voilà, on va continuer ce qu'on a déjà entamé. Le deuxième chapitre, ça veut dire la Constitution. On a dit que maintenant on a un État avec ses frontières, avec ses formes, avec ses fonctions, etc. Ce qu'il nous faut maintenant, on a des institutions politiques à l'intérieur, on a l'autorité politique, mais on a besoin d'une norme juridique, d'une loi fondamentale qui va nous montrer comment fonctionnent ces institutions politiques à l'intérieur de l'État et quels sont les rapports entre ces institutions-là et aussi les rapports entre gouvernants et gouvernés. C'est pour ça qu'on a besoin d'une loi suprême, d'une charte fondamentale, d'une constitution tout simplement. On a déjà donné la définition de la constitution et on a dit que normalement constitution, ça veut dire le fait de construire un ensemble. On a donné deux définitions de la constitution matérielle qui se base, qui fixe seulement le contenu. Selon cette définition-là, la Constitution, c'est l'ensemble des règles juridiques qui sont suprêmes, mais qui ont pour objectif déterminer le statut de l'État et aussi déterminer quels sont les rapports et aussi les compétences des institutions politiques qui sont à l'intérieur, par exemple le Parlement, le gouvernement, le président, le roi, les rapports entre ces institutions, le pouvoir judiciaire, etc. Ensuite, selon toujours la première définition, la Constitution a pour objectif, de fixer la liste des droits et libertés fondamentaux. Et on a dit que c'est une définition vaste, c'est pour ça qu'on a opté pour la deuxième définition qui stipule que la Constitution est l'ensemble des règles juridiques suprêmes dans un État, mais pour réviser, pour l'élaborer, on a besoin d'une procédure qui est spéciale, qui n'a rien à voir avec la procédure d'une loi ordinaire. Bien. La Constitution, on a dit que c'est un mot féminin. La Constitution, c'est pour ça, elle s'accorde en genre et en nombre. C'est pour ça on dit la Constitution formelle, avec deux LE, matériel, deux LE. Voilà. On a parlé aussi du constitutionnalisme comme doctrine. On a dit qu'il est apparu au XVIIIe siècle. Quand je dis XVIIIe siècle, siècle des Lumières, ça veut dire qu'il y avait des penseurs qui veulent un changement. Ce changement-là était pour le but de fixer, ou non, c'est pas de fixer, mais de freiner l'abus du pouvoir ou l'excès du pouvoir. C'était un rempart. Qu'est-ce que c'est qu'un rempart? Un rempart, ça veut dire quelque chose qui va limiter contre l'excès ou contre l'abus du pouvoir. Bien. C'est pour ça, ces penseurs-là du XVIIIe siècle, ils ont dit qu'avoir un document écrit comme référence qui limite les pouvoirs et qui montre bien sûr d'une façon claire quelles sont les fonctions de chaque pouvoir et quelles sont les limites de chaque pouvoir pour protéger les citoyens contre l'abus du pouvoir. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que concernant la Constitution, il y a des formes. Il y a la forme écrite, ça veut dire un document avec des titres, des articles, des alinéas. Et il y a aussi l'autre forme, c'est la Constitution coutumière, qu'on trouve qui n'est pas écrite dans un seul document, mais il y a des documents qui sont épars et qui est basé surtout sur les traditions, sur les usages, sur les pratiques. Concernant la Constitution, on a dit toujours qu'il y a la Constitution, ça peut être rigide, ça veut dire difficile pour réviser, et il y a la Constitution souple, ça veut dire que c'est facile de changer et de supprimer des articles. Dernièrement, on a parlé de ce qu'on appelle la suprématie de la Constitution, et on s'est posé la question, quelle place la Constitution occupe dans les normes juridiques? On a dit qu'il occupe la place supérieure ou le sommet des normes juridiques. Il y a la Constitution, il y a les lois ordinaires, il y a le règlement, il y a ce qu'on appelle les circulaires, etc. Il y a plusieurs choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que la Constitution, elle occupe le sommet de la pyramide. C'est une loi qui a une force juridique par rapport aux autres lois. C'est pour ça
on doit la protéger. Comment on va la protéger? On va étudier ça après. La question qui se pose, mais pourquoi la Constitution occupe cette place qui est supérieure? On a répondu tout simplement parce que la Constitution, elle est votée par tout le peuple. Tout le peuple a voulu cette Constitution. Par contre, les lois ordinaires sont votées seulement par les représentants de la nation. Si je donne par exemple l'exemple du Maroc, la Constitution, elle est votée par 40 millions. Les lois ordinaires sont votées seulement par le nombre des représentants, ça veut dire 325. Et il y a les règlements, seulement les ministres qui sont presque 40 ministres, etc. Vous voyez, c'est là la Constitution qui reflète la volonté de tout le peuple. Elle était votée par tout le peuple. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Maintenant, on a dit qu'aujourd'hui, on va voir comment les constitutions voient le jour. Ça veut dire ce qu'on appelle la naissance de la Constitution. La question qui se pose, cette loi-là qui occupe une place supérieure, tout le monde doit obéir à la Constitution, que ce soit gouvernant ou gouverné, qui a le pouvoir de rédiger, d'écrire la Constitution, le pouvoir de la rédaction. Ça veut dire ce document-là qu'il a écrit, qu'il a rédigé, qu'il a élaboré, à qui appartient élaborer, à qui appartient ce pouvoir-là, qui est cette personne ou cette commission ou ce comité qui rédige la Constitution. Avec des termes juridiques, on va dire à qui appartient le pouvoir de rédiger. Mais là, je ne vais pas dire de rédiger, mais je vais dire le pouvoir à qui appartient le pouvoir constituant. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir constituant? C'est le pouvoir qui a le droit d'écrire, de rédiger, d'élaborer la Constitution. Vous voyez, je vais enlever tout ça et je vais dire à qui appartient le pouvoir constituant. Ça veut dire qui écrit la Constitution. Bien sûr, normalement, dans le contexte normal, je pose cette question aux étudiants directs et j'entends des réponses. Mais maintenant, puisque je vous vois directement, mais je ne vous entends pas, je vais répondre à cette question-là. Normalement, pour rédiger la Constitution, il y a soit le peuple, il est présent, ça veut dire je vais prendre en considération l'opinion du peuple, soit le peuple, il est écarté, ça veut dire éliminé et il n'est pas présent au moment de la rédaction de la Constitution. C'est pour ça qu'on peut distinguer entre deux modes d'élaboration de la Constitution. Élaborer, ça veut dire écrire la Constitution. Si je vais dire à qui appartient le pouvoir constituant, là, je vais dire qu'il existe deux manières. Il y a la première manière, c'est ce qu'on appelle le peuple, il est là. La présence du peuple. Présence. La présence du peuple ou l'élimination où le peuple est écarté. Si le peuple est présent au moment de la rédaction de la Constitution, on peut dire automatiquement, c'est une façon démocratique. Bien. Et si il est écarté, c'est le contraire, c'est une façon, c'est une manière autoritaire. Et là, je trouve la réponse. Si je pose la question à qui appartient le pouvoir constituant, la réponse est tout à fait simple. Je vais dire que le pouvoir constituant, concernant le pouvoir constituant, on peut distinguer entre deux manières. Il y a la première manière, si le peuple il est pris en considération, c'est une manière démocratique. S'il est écarté, marginalisé, s'il n'était pas présent, si on ne prend pas en considération ses opinions, c'est une façon autoritaire. Alors, deux manières pour élaborer la Constitution. On va commencer par la première manière, ça veut dire quand le peuple est écarté. Écarté, ça peut être au moment de la rédaction ou ça peut être aussi qu'on n'a pas pris ses opinions ou ses revendications en considération. L'élaboration, mode autoritaire.
autoritaire et mode démocratique. Pour mode autoritaire, ça veut dire que le peuple n'était pas présent, ça veut dire qu'on n'a pas pris en considération la présence du peuple. Et là, je vais aussi distinguer entre deux manières. Il y a ce qu'on appelle la constitution octroyée. Octroyée. Vous voyez, puisque c'est une constitution et ça s'accorde, je vais écrire EE, ou ce qu'on appelle l'octroi, tout simplement. Octroyé en arabe, c'est al-Dustur al-Mamnour. La constitution octroyée, déjà commencé, c'est que le peuple n'était pas présent, il n'était pas pris en considération, c'est comme s'il n'existe pas, c'est seulement avec un acte unilatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit un président ou un roi ou un empereur, peu importe, l'essentiel que cette personne-là qui détient l'autorité politique seule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir dans son bureau, il va rédiger la Constitution et après, il va l'imposer à son peuple. Oui, c'est ça ce qu'on appelle la Constitution octroyée. Ça veut dire qu'il va l'imposer à son peuple qui n'était pas présent dans la procédure de la rédaction. L'histoire constitutionnelle a connu ces modes-là, les modes de constitution octroyée, que ce soit en France avec le roi Louis XVIII ou en Russie au moment de Nicolas II, je crois. Elles ont adopté ce qu'on appelle les constitutions octroyées. Vous voyez, c'est une façon arbitraire, c'est une façon autoritaire. L'autre manière, c'est ce qu'on appelle le contrat. On est toujours dans les modes autoritaires. Il y a la constitution octroyée et il y a ce qu'on appelle la constitution suite à un contrat. Entre qui et qui? Contrat entre le roi et les forces politiques existantes. Vous allez me dire, mais madame, puisqu'il y a les forces politiques qui existent dans un État, il y a le roi, il y a le contrat, c'est une manière démocratique. Non. Pourquoi? Parce que pour que la Constitution voie le jour d'après ce mode-là, de contrat, on a besoin bien sûr de l'accord du roi. Ça veut dire que le dernier mot revient au roi qui impose. Si et seulement si le roi n'était pas, ou le président, ou l'empereur n'était pas d'accord pour la Constitution, cette Constitution ne peut pas voir le jour. Vous voyez, c'est une manière aussi autoritaire. Récapitulons. À qui appartient le pouvoir constituant ou tout simplement qui a le pouvoir de rédiger la Constitution? Là, on peut distinguer entre deux manières. Il y a la manière autoritaire et la manière démocratique. La manière autoritaire aussi, on distingue deux modes. Il y a la Constitution octroyée, ça veut dire avec un acte unilatéral de la personne et qui va l'imposer pour le peuple. Et il y a le contrat entre le roi ou le président et les forces politiques existantes, mais l'accord du roi est obligatoire pour que la Constitution voie le jour.